Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, découvrez l'incroyable histoire d'une petite fille des rues, accueillie par un couple millionnaire. N'oubliez pas de vous abonner et, si vous le souhaitez, soutenez notre travail en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Préparez-vous à profiter de cette fascinante aventure. Par une froide soirée d'automne, Elisabeth et François Dupont, un couple de millionnaires parisiens, rentrèrent d'un gala de charité dans leur luxueuse voiture. Leur chauffeur, Marcel, ralentit brusquement pour éviter une petite silhouette qui traversait la rue en courant. Elisabeth poussa un cri de surprise lorsqu'elle aperçut une fillette d'environ 8 ans, vêtue de haillons, qui les regardait avec de grands yeux effrayés. « Arrêtez la voiture, Marcel », ordonna François. Le couple descendit et s'approcha de l'enfant qui tremblait de froid et de peur. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?» demanda doucement Elisabeth. « Chloé » murmura la fillette d'une voix à peine audible. « Où sont tes parents, Chloé » interrogea François. Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes. « Je n'en ai pas, je vis dans la rue. » Le cœur Elisabeth se serra. Elle échangea un regard avec son mari qui hocha imperceptiblement la tête. « Voudrais-tu venir avec nous, Chloé ? Nous pouvons t'offrir un repas chaud et un endroit où dormir cette nuit. » La petite fille hésita un instant, puis acquiesça timidement. Elisabeth l'enveloppa dans son étole de fourrure et la fit monter dans la voiture. Pendant le trajet vers leur manoir, les Dupont apprirent que Chloé avait perdu ses parents dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Depuis, elle avait vécu dans différents foyers d'accueil avant de s'enfuir et de se retrouver à la rue. Son histoire toucha profondément le couple qui, malgré leur richesse, n'avait jamais pu avoir d'enfants. Arrivés chez eux, ils installèrent Chloé dans une chambre d'amis luxueuse. La fillette, émerveillée par tant de beauté, n'osait toucher à rien. Elisabeth lui donna un bain chaud, lui prêta l'un de ses t-shirts en guise de chemise de nuit et la borda tendrement. Le lendemain matin, François contacta des avocats pour entamer les démarches d'adoption. Elisabeth, quant à elle, emmena Chloé faire du shopping pour lui acheter de nouveaux vêtements. La petite fille s'épanouissait de jour en jour, retrouvant le sourire et la joie de vivre. Une semaine passa, remplie de moments de bonheur et de découverte pour Chloé. Les Dupont étaient tombés amoureux de cet enfant et ne pouvaient imaginer leur vie sans elle. Ils commençaient à rêver d'un avenir ensemble, en famille. Cependant, le destin allait bientôt leur réserver une surprise de taille. Un matin ensoleillé, alors qu'Elisabeth prenait son petit déjeuner sur la terrasse, elle aperçut Chloé dans le jardin du voisin. Intriguée, elle appela son mari pour qu'il vienne voir. Ce qu'ils découvrirent alors les laissa sans voix. Elisabeth et François observaient, stupéfaits, la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Chloé, vêtue d'une robe légère qu'ils lui avaient achetée quelques jours plus tôt, était agenouillée dans le jardin de leur voisin, Monsieur Lefebvre, un vieil homme solitaire et bourru. Ce qui les surprit le plus, ce n'était pas tant sa présence dans ce jardin interdit, mais plutôt ce qu'elle y faisait. Les mains plongées dans la terre, Chloé s'affairait autour d'un parterre de fleurs. Avec une dextérité surprenante pour son âge, elle arrachait les mauvaises herbes, taillait délicatement les rosiers et arrosait les plantes. Son visage rayonnait d'une joie pure, tandis qu'elle fredonnait doucement une mélodie inconnue. Soudain, la porte de la maison voisine s'ouvrit, laissant apparaître Monsieur Lefebvre. Le cœur des Dupont se serra, craignant que le vieil homme ne s'en prenne à Chloé. À leur grand étonnement, il s'approcha de la fillette avec un sourire chaleureux, chose qu'il n'avait jamais vue sur son visage habituellement renfrogné. « Ah, te voilà, ma petite fée des fleurs », lança-t-il d'une voix douce. « Je t'attendais. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. » Il lui tendit un petit paquet, que Chloé ouvrit avec empressement. Était une paire de gants de jardinage à sa taille. « Merci, monsieur Lefebvre », s'exclama-t-elle en enfilant les gants. « Maintenant, je pourrai mieux prendre soin de vos belles fleurs. » Le vieil homme s'assit sur un banc proche et observa la fillette travailler, lui donnant de temps à autre des conseils sur la façon de traiter telle ou telle plante. Il y avait entre eux une complicité évidente, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Elisabeth et François échangèrent un regard perplexe. Comment Chloé avait-elle pu se lier d'amitié avec leur voisin misanthrope? Et surtout, comment avait-elle acquis de telles connaissances en jardinage? Intrigués,
ils décidèrent d'aller à la rencontre de ce duo improbable. Dès qu'ils franchirent la clôture séparant les deux propriétés, Chloé leva les yeux vers eux, un mélange de joie et d'appréhension dans le regard. « Bonjour, monsieur et madame Dupont », les salua poliment monsieur Lefebvre, se levant pour les accueillir. « Je suppose que vous vous demandez ce que votre protégé fait dans mon jardin. » Elisabeth acquiesça, ne sachant trop comment réagir. « Nous étions un peu surpris, en effet. Chloé, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» La fillette baissa les yeux, embarrassée. « Je ne voulais pas vous déranger. Et puis, j'avais peur que vous m'empêchiez de venir ici. » François s'accroupit à côté de Chloé, lui relevant doucement le menton. « Pourquoi aurions-nous fait ça? Nous voulons que tu sois heureuse, tu sais. » C'est alors que monsieur Lefebvre prit la parole, sa voix empreinte d'une émotion inhabituelle. « Cette petite a un don, vous savez. Je l'ai vue pour la première fois il y a quelques jours, alors qu'elle observait mon jardin par-dessus la clôture. Elle m'a fait remarquer que mes roses n'avaient pas besoin d'être taillées. J'ai été impressionné par son œil expert. Alors je l'ai invité à entrer. Il marqua une pause, son regard se perdant dans le lointain. Ma défunte épouse était passionnée de jardinage. Depuis sa mort, il y a 5 ans, je n'avais plus le cœur à m'occuper des fleurs. Mais Chloé a ramené la vie dans ce jardin et dans mon cœur par la même occasion. Les Dupont étaient sans voix. Ils n'avaient jamais entendu leurs voisins parler avec autant d'émotion. Chloé, quant à elle, s'était rapprochée du vieil homme et avait glissé sa petite main dans la sienne. « Monsieur Lefebvre m'a appris plein de choses sur les fleurs, » expliqua-t-elle. « Et moi, je lui ai rappelé combien c'était beau de s'en occuper. On s'entraide, en quelque sorte. » Elisabeth sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette petite fille qu'ils avaient recueillie dans la rue était en train de tisser des liens, de guérir des blessures, sans même s'en rendre compte. Elle échangea un regard avec François, comprenant qu'ils pensaient à la même chose. Chloé était un véritable cadeau du ciel. Cependant, alors qu'ils commençaient à se réjouir de cette belle amitié naissante, un bruit de moteur se fit entendre dans la rue. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant la maison des Dupont. 2 hommes en costume en descendirent, l'air grave. L'un d'eux s'approcha de la clôture et demanda d'une voix autoritaire « Excusez-moi, nous cherchons une petite fille nommée Chloé. On nous a dit qu'elle se trouvait ici. » Le sang des Dupont se glaça dans leurs veines. Qui étaient ces hommes? Que voulaient-ils à Chloé? Et surtout, comment avaient-ils su où la trouver? Le cœur battant, Elisabeth fit instinctivement un pas pour se placer devant Chloé, comme pour la protéger. François, quant à lui, s'avança vers les 2 hommes, le visage impassible mais les muscles tendus. « Qui êtes-vous, messieurs, et que voulez-vous exactement » demanda-t-il d'une voix ferme. L'homme qui avait parlé sortit une carte de sa poche intérieure. « Je suis l'inspecteur Rémi Mercier, et voici mon collègue, l'inspecteur Laurent Dubois. Nous sommes de la brigade de protection des mineurs. » Chloé, qui était cachée derrière monsieur Lefebvre, laissa échapper un petit cri étouffé. Le vieil homme posa une main rassurante sur son épaule. L'inspecteur Mercier poursuivit. « Nous avons été alertés de la disparition de Chloé Moreau il y a 1 semaine. Elle s'est enfuie de son foyer d'accueil et nous la recherchons depuis. » François sentit son cœur se serrer. Il savait que Chloé avait vécu dans des foyers, mais il n'avait pas réalisé qu'elle était officiellement portée disparue. Il jeta un regard à Elisabeth, qui semblait aussi désemparée que lui. « Nous l'avons trouvée dans la rue, » expliqua Elisabeth d'une voix tremblante. Elle était seule, affamée. Nous n'avons pas pu nous résoudre à la laisser là. L'inspecteur Dubois sortit un carnet et commença à prendre des notes. « Et vous ne vous êtes pas dit qu'il fallait prévenir les autorités ?» François se redressa, piqué au vif. « Bien sûr que si. Nous avons contacté nos avocats pour entamer une procédure d'adoption. Nous pensions faire les choses dans les règles. » Mercier hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Je comprends votre intention, monsieur et madame. »« Dupont, » répondit François. François et Elisabeth Dupont. Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de l'inspecteur. Les Dupont, de la famille Dupont Industrie. François acquiesça, mal à l'aise. Il n'aimait pas utiliser son nom pour obtenir des faveurs.
Mais si cela pouvait aider Chloé. Pendant ce temps, Elisabeth S. était approchée de la fillette, toujours blottie contre Monsieur Lefebvre. « Chloé, ma chérie, tu veux bien venir nous parler ?» Avec réticence, l'enfant s'avança, ses grands yeux remplis de peur fixés sur les inspecteurs. Mercier s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour Chloé, nous ne sommes pas là pour te faire du mal, d'accord ? Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. » Chloé hocha la tête, puis, d'une petite voix, elle commença à raconter. « Je ne voulais pas retourner au foyer. Ils étaient méchants là-bas. Ils ne me laissaient pas m'occuper du jardin. Ils disaient que C était une perte de temps. » Les larmes aux yeux, elle poursuivit. « Quand j'ai vu Monsieur et Madame Dupont, j'ai eu l'impression que C étaient des anges envoyés pour me sauver. Et puis, j'ai rencontré Monsieur Lefebvre et son jardin. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place. » Émotion était palpable dans l'air. Même les inspecteurs semblèrent me toucher par le récit de la petite fille. Soudain, Monsieur Lefebvre prit la parole, surprenant tout le monde. « Si je puis me permettre, messieurs les inspecteurs, cet enfant a un don exceptionnel pour le jardinage. Elle a redonné vie à mon jardin en quelques jours à peine. Ce serait un crime de la renvoyer dans un endroit où elle ne peut pas cultiver ce talent. » Les inspecteurs échangèrent un regard. Dubois consulta son carnet avant de dire « Le problème, c'est que Chloé a une tante qui vit à Marseille. Quand elle a appris la disparition de sa nièce, elle a fait une demande pour obtenir sa garde. » Cette révélation tomba comme un coup de tonnerre. Chloé, les yeux écarquillés, murmura « Une tante ? Mais je ne savais pas que j'avais de la famille. » Elisabeth sentit son cœur se briser. Elle était déjà attachée à Chloé comme à sa propre fille. L'idée de la perdre lui était insupportable. François, sentant la détresse de sa femme, prit les choses en main. « Écoutez, » dit-il aux inspecteurs, « je comprends que la situation est compliquée, mais ne pourrait-on pas trouver une solution qui soit dans l'intérêt de Chloé ? Peut-être pourrions-nous rencontrer cette tante, discuter avec elle. » Mercier semblait hésiter. Ce n'est pas vraiment la procédure habituelle. C'est alors que Chloé, rassemblant tout son courage, s'avança. « S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, je ne veux pas partir. J'aime être ici, avec monsieur et madame Dupont et monsieur Lefebvre. Je veux rester près de ce jardin. » Le silence qui suivit fut chargé de émotion. Finalement, Mercier soupira. « Très bien, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien. » Alors que les inspecteurs s'apprêtaient à partir, un bruit de klaxon retentit. Une femme élégante descendit d'un taxi qui venait de s'arrêter devant la maison. Elle regarda autour d'elle, l'air perdu, avant de poser les yeux sur le groupe rassemblé dans le jardin. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je cherche ma nièce, Chloé Moreau. On m'a dit qu'elle était ici. » Tous les regards se tournèrent vers la nouvelle venue, puis vers Chloé. La fillette, le visage pâle, fixait la femme avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La situation venait de prendre un nouveau tournant, et personne ne savait comment les choses allaient évoluer. Un silence pesant s'abattit sur le jardin. La femme, qui venait d'arriver, fit quelques pas hésitants vers le groupe. Ses yeux, d'un bleu profond étrangement familier, étaient fixés sur Chloé. « Chloé ?» murmura-t-elle, la voix tremblante des émotions. « C'est bien toi ?» La fillette, paralysée par la surprise, ne put que hocher légèrement la tête. Elisabeth resserra instinctivement son étreinte autour des épaules de l'enfant, comme pour la protéger. L'inspecteur Mercier s'avança, brisant le silence. « Madame, puis-je vous demander qui vous êtes exactement ?» La femme cligna des yeux, comme sortant d'une transe. « Oh, pardonnez-moi. Je suis Amélie Moreau, la sœur de la mère de Chloé. Je suis venue dès que j'ai appris que ma nièce avait été retrouvée. » François fronça les sourcils. « Comment avez-vous su où nous trouver ?» Amélie eut l'air gênée. « J'ai engagé un détective privé. Quand j'ai appris que Chloé S. était enfuie de son foyer, je n'ai pas pu rester sans rien faire. Le détective m'a appelé il y a 1 heure pour me dire qu'il l'avait localisée ici. » L'inspecteur Dubois intervint. « Madame Moreau, nous devons discuter de la situation. Peut-être pourrions-nous aller à l'intérieur. » François acquiesça, invitant tout le monde à entrer dans la maison.
Monsieur Lefebvre s'excusa poliment, préférant rester dans son jardin, mais promit de être disponible si besoin. Une fois dans le salon luxueux des Dupont, tous prirent place. Chloé, toujours silencieuse, s'assit entre Élisabeth et François, comme si elle cherchait leur protection. Amélie ne pouvait détacher son regard de la fillette. « Chloé, ma chérie, tu as tellement grandi. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'avais que 3 ans. » La petite fille leva enfin les yeux vers sa tante. « Pourquoi? Pourquoi ne êtes-vous jamais venu me voir avant ?» La question, simple et directe, fit l'effet d'un coup de poignard à Amélie. Ses yeux se remplirent de larmes. « Oh, Chloé, si tu savais comme je le regrette. J'habitais à l'étranger quand tes parents sont décédés. Quand j'ai appris la nouvelle, tu avais déjà été placée en famille d'accueil. J'ai essayé de te retrouver, mais le système est si compliqué. Et puis, j'ai pensé que tu serais peut-être mieux dans une nouvelle famille, avec des gens qui pourraient t'offrir une vie stable. » Elle marqua une pause, essuyant une larme. « Mais quand j'ai su que tu t'étais enfui, j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. J'aurais dû me battre pour toi dès le début. » Et l'émotion était palpable dans la pièce. Même les inspecteurs semblaient touchés par cette confession. François prit la parole. « Madame Moreau, nous comprenons votre désir de retrouver votre nièce. Mais vous devez comprendre que Chloé a trouvé ici un foyer, des gens qui l'aiment et qui veulent prendre soin d'elle. » Élisabeth renchérit. « Nous avons déjà entamé une procédure d'adoption. Chloé s'est épanouie ici en à peine 1 semaine. Elle a même développé une passion pour le jardinage grâce à notre voisin. » Amélie semblait déchirée. Elle regarda Chloé avec tendresse. « Est-ce vrai? Ma chérie, tu es heureuse ici ?» Chloé hocha la tête, puis, d'une petite voix, elle dit « Oui, mais je ne veux pas vous faire de peine. Vous êtes ma famille aussi. » Cette réponse toucha tout le monde. L'inspecteur Mercier se racla la gorge. La situation est complexe. D'un côté, nous avons une famille biologique qui souhaite récupérer la garde de l'enfant. De l'autre, une famille d'accueil qui a déjà créé des liens forts et qui offre un environnement stable, sans parler des procédures légales déjà en cours. Un lourd silence s'installa. Chacun réfléchissait à une solution qui pourrait satisfaire tout le monde, sans pour autant trouver de réponse évidente. Soudain, Chloé se leva. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je crois que j'ai une idée, » dit-elle timidement. « Et si on formait une seule grande famille ?» Les adultes échangèrent des regards surpris. Que voulait dire la fillette? Chloé poursuivit, prenant de l'assurance. Tante Amélie pourrait venir habiter ici ou pas très loin. Comme ça, je pourrais avoir ma vraie famille et ma nouvelle famille, et je pourrais continuer à m'occuper du jardin de Monsieur Lefebvre. L'idée, dans sa simplicité enfantine, laissa tout le monde sans voix. Était-ce vraiment possible? Pouvait-on envisager une telle solution? Amélie fut la première à réagir. Elle s'approcha de Chloé et s'agenouilla devant elle. « Ma chérie, tu es vraiment extraordinaire. Si c'est ce que tu veux, je suis prête à l'envisager. » Elle se tourna vers les Dupont. « Je sais que nous venons à peine de nous rencontrer, mais peut-être pourrions-nous essayer, pour Chloé ?» François et Élisabeth échangèrent un long regard. C'était une décision importante qui allait changer leur vie à tous. Mais en voyant l'espoir dans les yeux de Chloé, ils surent qu'ils ne pouvaient pas refuser. « Nous sommes d'accord pour essayer, » dit François. « Si les services sociaux l'acceptent, bien sûr, » ajouta-t-il en regardant les inspecteurs. Mercier hocha lentement la tête. « C'est une situation inhabituelle, mais si toutes les parties sont d'accord, nous pouvons envisager un arrangement spécial. Il faudra bien sûr suivre certaines procédures, faire des évaluations. » Alors que les adultes commençaient à discuter des détails pratiques, Chloé S. éclipsa discrètement. Elle sortit dans le jardin où Monsieur Lefebvre l'attendait. « Alors, petite ?» demanda-t-il doucement. Chloé lui fit un grand sourire. « Je crois que ça va aller, Monsieur Lefebvre. Je crois que j'ai trouvé ma place. » Le vieil homme lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « Tu sais, Chloé, parfois les plus belles fleurs poussent dans les endroits les plus inattendus. Tu en es la preuve vivante. Ensemble,
Ils se mirent à arroser les roses. Symbole d'un nouveau départ et d'un avenir plein de promesses. Mais alors que tout semblait s'arranger, un coup de téléphone allait bientôt venir perturber cette harmonie naissante. Le soleil commençait à décliner, baignant le jardin d'une douce lumière dorée. À l'intérieur de la maison des Dupont, l'atmosphère était à l'optimisme prudent. Les adultes discutaient des détails pratiques de leur arrangement peu conventionnel, tandis que Chloé et Monsieur Lefebvre s'occupaient paisiblement des fleurs. Soudain, la sonnerie stridente d'un téléphone portable brisa la quiétude du moment. Était celui d'Amélie. Elle s'excusa et sortit dans le jardin pour répondre. « Allô ?» dit-elle, s'éloignant un peu pour avoir plus d'intimité. Les autres continuèrent leur conversation, mais Chloé, intriguée, observait sa tante du coin de l'œil. Elle vit le visage d'Amélie pâlir brusquement, ses yeux s'écarquillaient de surprise, puis se remplir de larmes. « C'est impossible », murmura Amélie dans le combiné, la voix tremblante. « Vous en êtes sûre ? D'accord, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, les mains tremblantes, et resta immobile pendant quelques secondes, comme paralysée par ce qu'elle venait d'apprendre. Inquiète, Chloé s'approcha d'elle. « Tante Amélie ? Ça va ?» Sa voix sembla sortir Amélie de sa transe. Elle regarda sa nièce, puis les autres qui s'étaient rassemblés autour d'elle, l'air préoccupé. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-elle, la voix étranglée par émotion. Était l'hôpital qui vient d'appeler. Ils ont retrouvé ma sœur, la mère de Chloé. Un silence de plomb s'abattit sur le groupe. Chloé sentit ses jambes se dérober sous elle. François la rattrapa juste à temps, la serrant contre lui. « Mais c'est impossible », balbutia Elisabeth. « Les parents de Chloé sont décédés dans un accident de voiture il y a des années. » Amélie secoua la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Apparemment, il y a eu une erreur d'identification. Ma sœur, Claire, a survécu à l'accident, mais elle était dans le coma. Elle a été admise comme Jane Doe à l'hôpital Saint-Antoine. Elle vient de se réveiller après 5 ans. » La nouvelle était si incroyable, si bouleversante, que personne ne savait comment réagir. Chloé, tremblante, leva les yeux vers Amélie. « Ma maman est vivante ?» Amélie hocha la tête, s'agenouillant pour être à la hauteur de sa nièce. « Oui, ma chérie, et elle demande à te voir. » Les inspecteurs échangèrent un regard inquiet. Cette révélation changeait complètement la donne. Toutes les discussions précédentes sur la garde de Chloé étaient désormais caduques. François, qui tenait toujours Chloé contre lui, sentit son cœur se serrer. Il savait que ce qui allait suivre serait difficile, mais il devait penser avant tout au bien-être de la petite fille. « Nous devrions aller à l'hôpital », dit-il doucement. « Chloé a le droit de voir sa mère. » Elisabeth acquiesça, les larmes aux yeux. Elle s'était déjà attachée à Chloé comme à sa propre fille, mais elle savait que était la bonne chose à faire. Monsieur Lefebvre, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « La vie nous réserve parfois des surprises extraordinaires. Chloé, ma petite, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans ce jardin. » La fillette lui fit un faible sourire, reconnaissante pour ces mots réconfortants. Amélie se releva, essuyant ses larmes. « Je vais à l'hôpital immédiatement. Chloé, veux-tu venir avec moi ?» La petite fille hésita, regardant tour à tour les Dupont, Monsieur Lefebvre et sa tante. Finalement, elle hocha la tête. « Oui, je veux voir ma maman. Mais, est-ce que Elisabeth et François peuvent venir aussi ?» Les Dupont furent touchés par cette demande. Amélie sembla hésiter un instant, mais finit par accepter. « Bien sûr, si c'est ce que tu veux. » Les inspecteurs décidèrent de les accompagner pour s'assurer que tout se passerait bien et pour clarifier la situation juridique une fois sur place. Alors qu'ils se préparaient à partir, Chloé s'approcha de Monsieur Lefebvre. « Je reviendrai m'occuper des fleurs. Je vous le promets, » dit-elle avec détermination. Le vieil homme lui sourit tendrement. « Je n'en doute pas une seconde, ma petite. Les fleurs t'attendront. » Le petit groupe monta dans 2 voitures. Amélie, Chloé et les inspecteurs dans l'une, les Dupont dans l'autre.
Alors qu'il s'est éloigné, Chloé ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui l'attendait. Allait-elle reconnaître sa mère? Sa mère la reconnaîtrait-elle? Et qu'adviendrait-il de sa nouvelle famille? Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla durer une éternité. Chacun était perdu dans ses pensées, essayant d'imaginer ce qui allait se passer. Pour Chloé, C était un tourbillon de émotions, joie, peur, excitation, appréhension. Enfin, ils arrivèrent devant l'imposant bâtiment de l'hôpital Saint-Antoine. Amélie prit une profonde inspiration avant de descendre de la voiture. Elle tendit la main à Chloé, qui la saisit fermement. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Chloé hocha la tête, serrant la main de sa tante. « Je crois que oui, » murmura-t-elle. Ensemble, ils franchirent les portes de l'hôpital, prêts à faire face à ce que le destin leur réservait. Derrière eux, les Dupont et les inspecteurs les suivaient, témoins silencieux d'une réunion qui allait changer bien des vies. Ce qu'ils allaient découvrir dans cette chambre d'hôpital allait non seulement bouleverser leur existence, mais aussi remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur le passé de Chloé. L'ascenseur s'arrêta au 4e étage de l'hôpital Saint-Antoine. Les portes s'ouvrirent sur un couloir aseptisé, baigné d'une lumière froide et artificielle. Chloé sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle serra plus fort la main d'Amélie, cherchant du réconfort. Une infirmière les accueillit, son visage empreint de compassion. « Vous êtes la famille de Madame Moreau ?» demanda-t-elle doucement. Amélie acquiesça, incapable de parler. « Suivez-moi » dit l'infirmière. « Je dois vous prévenir, le réveil de Madame Moreau est encore récent. Elle est encore faible et un peu désorientée. Ne vous attendez pas à des miracles. » Ils avancèrent lentement dans le couloir, le bruit de leurs pas résonnant dans le silence pesant. Chloé sentait le regard des Dupont posé sur elle, mélange d'inquiétude et d'amour. Elle leur fit un petit sourire rassurant, puisant dans leur présence la force dont elle avait besoin. Enfin, ils arrivèrent devant la chambre 407. L'infirmière frappa doucement avant d'entrouvrir la porte. « Claire, votre famille est là. » Chloé retint son souffle. C'était le moment qu'elle avait tant attendu, et pourtant, elle hésitait maintenant à franchir le seuil. Amélie lui serra gentiment l'épaule, l'encourageant silencieusement. Elles entrèrent dans la chambre, suivies de près par les Dupont et les inspecteurs qui restèrent en retrait. Sur le lit d'hôpital, une femme aux longs cheveux bruns était à demi allongée, son visage pâle tourné vers la fenêtre. Lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir, elle tourna lentement la tête. Ses yeux, d'un bleu profond identique à ceux de Chloé, s'écarquillèrent en voyant les visiteurs. « Amélie » murmura-t-elle d'une voix rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des années. Amélie s'avança, les larmes aux yeux. « Claire, oh mon Dieu, Claire, c'est bien toi !» Les deux sœurs S s'étreignirent maladroitement, Claire encore faible et Amélie submergée par elle émotion. Puis, le regard de Claire se posa sur Chloé, qui était restée figée près de la porte. Un silence chargé d'émotion emplit la pièce. Claire scruta intensément le visage de la fillette, comme si elle cherchait à rassembler des souvenirs épars. « Chloé » dit-elle enfin, sa voix tremblante d'incertitude. Chloé fit un pas en avant, puis un autre. « Maman » dit-elle d'une petite voix. Claire tendit une main tremblante vers sa fille. « Ma petite fille, tu as tellement grandi ?» Ce fut comme si un barrage cédait. Chloé se précipita dans les bras de sa mère, sanglotant de joie et de soulagement. Claire la serra contre elle, pleurant elle aussi, murmurant des mots d'amour et d'excuses. Les Dupont observèrent la scène, le cœur serré. Ils étaient heureux pour Chloé, mais ne pouvaient s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse à l'idée de la perdre. Après un long moment, Claire releva la tête, remarquant enfin les autres personnes dans la pièce. Son regard s'arrêta sur les Dupont. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, une pointe de méfiance dans la voix. François s'avança, suivi d'Élisabeth. « Je suis François Dupont, et voici ma femme Élisabeth. Nous avons pris soin de Chloé ces derniers jours. » Claire fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas. Où est Marc? Où est mon mari ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Amélie s'approcha du lit, prenant la main de sa sœur. « Claire,
Il faut que je te dise quelque chose. C'est difficile. Avec douceur mais fermeté, Amélie expliqua à Claire ce qui s'était passé. L'accident de voiture, la mort de Marc, les années que Claire avait passées dans le coma, et comment Chloé avait grandi sans ses parents. Claire écoutait, incrédule, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Chloé, toujours blottie contre elle, lui tenait la main, comme pour l'ancrer dans cette nouvelle réalité. Quand Amélie eut fini son récit, Claire resta silencieuse un long moment, assimilant toutes ces informations. Puis, elle regarda sa fille, puis les Dupont. « Vous avez pris soin de ma fille, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Elisabeth s'approcha, les yeux brillants de larmes contenues. « Chloé est une enfant merveilleuse. Nous sommes heureux d'avoir pu l'aider. » Claire hocha la tête, reconnaissante. Puis, son visage se crispa soudain, comme si une pensée troublante venait de la frapper. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle d'une voix tendue. « Quelque chose à propos de l'accident, et de la raison pour laquelle nous étions sur cette route ce jour-là. » Tous les regards se tournèrent vers elle, intrigués. Claire prit une profonde inspiration, se préparant à révéler un secret qui allait changer leur compréhension de toute cette histoire. « Ce N n'était pas un accident, » dit-elle enfin. « Nous fuyions. Quelqu'un voulait nous faire du mal, à nous et à Chloé. » Un silence de mort tomba sur la chambre. Cette révélation inattendue ouvrait la porte à de nouvelles questions, de nouveaux mystères. Qui voulait du mal à cette famille? Et ce danger était-il toujours présent? Alors que tous digéraient cette information choquante, un bruit de pas rapide se fit entendre dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, révélant un homme en costume sombre, le visage grave. « Madame Moreau, » dit-il d'une voix autoritaire, « je suis de la police judiciaire. Nous devons parler de toute urgence. » Le destin semblait décidé à ne pas leur laisser de répit. L'arrivée soudaine de l'homme de la police judiciaire jeta un froid dans la pièce. Les inspecteurs Mercier et Dubois s'avancèrent immédiatement, se plaçant instinctivement entre le nouveau venu et la famille. « Je suis l'inspecteur Mercier », dit Mercier d'un ton ferme. « Puis-je savoir ce qui justifie cette intrusion ?» L'homme sortit une carte de sa poche. « Commissaire Laurent Girard, brigade criminelle. Je suis désolé d'interrompre ces retrouvailles, mais l'affaire est d'une extrême urgence. » Claire, toujours dans son lit d'hôpital, serra Chloé contre elle. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Je suppose que vous êtes là pour l'affaire Delacroix, » dit-elle d'une voix calme qui surprit tout le monde. Le commissaire Girard hocha gravement la tête. « En effet, Madame Moreau, votre réveil a déclenché une alerte dans notre système. Nous devons agir vite. » François s'avança, le visage tendu par l'inquiétude. « Excusez-moi, mais de quoi parlez-vous? Qui est ce Delacroix ?» Claire soupira profondément, caressant doucement les cheveux de Chloé. « C'est une longue histoire, et je crains qu'elle ne soit dangereuse pour tous ceux qui l'entendent. Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer ?» Elisabeth rejoignit son mari, posant une main sur l'épaule de Chloé. « Nous sommes déjà impliqués. Chloé fait partie de notre vie maintenant. » Claire regarda les Dupont avec gratitude, puis se tourna vers sa sœur. Amélie hocha la tête, l'encourageant silencieusement. « Très bien, » dit Claire. Il s'agissait d'un vaste système de blanchiment d'argent. Le commissaire Girard intervint. Delacroix Industries était en réalité une façade pour l'une des plus grandes organisations criminelles d'Europe. Votre mari a découvert ce que nos meilleurs agents n'avaient pas réussi à prouver en des années. Claire acquiesça tristement. Quand Marc a confronté M. Delacroix, celui-ci nous a menacés. Il a dit que si nous parlions, nous le regretterions. Mais Marc était déterminé à faire ce qui était juste. Nous avons contacté la police et accepté de témoigner. Elle serra Chloé un peu plus fort contre elle. C'est pour ça que nous étions sur cette route ce jour-là. Nous devions rencontrer des agents pour entrer dans le programme de protection des témoins. Mais ils nous ont retrouvés avant. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Chloé leva les yeux vers sa mère, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Papa est mort à cause de ça ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Claire hocha tristement la tête. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Nous voulions te protéger, te donner une vie meilleure. » Le commissaire Girard S. éclaircit la gorge. «
Grâce aux témoignages de votre mari et aux preuves qu'il avait rassemblées, nous avons pu démanteler une grande partie du réseau Delacroix. Mais le chef de l'organisation, Victor Delacroix, a réussi à échapper. Il est en fuite depuis. Amélie, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. Mais quel rapport avec maintenant? Pourquoi êtes-vous si pressé? Le visage du commissaire s'assombrit. Nous avons des informations indiquant que Delacroix est de retour en France. Et il semble qu'il ait appris le réveil de Madame Moreau. Nous craignons qu'il ne cherche à finir le travail. Cette révélation jeta un froid dans la pièce. François serra les poings, sentant monter en lui une colère protectrice. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-il. « Nous devons vous mettre en sécurité, tous » répondit Girard. « Madame Moreau, votre fille, et tous ceux qui sont au courant de cette histoire sont potentiellement en danger. » Chloé regarda autour d'elle, effrayée. « Même Monsieur Lefebvre » demanda-t-elle, pensant à son vieil ami jardinier. Elisabeth s'agenouilla près du lit, prenant la main de Chloé. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons tous veiller sur toi et sur ta maman. » Le commissaire Girard hocha la tête. « Nous allons organiser votre protection immédiatement. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout ce dont vous vous souvenez, Madame Moreau. Le moindre détail pourrait être crucial pour arrêter Delacroix une fois pour toutes. » Claire ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses souvenirs. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'une détermination nouvelle. « Je vais vous dire tout ce que je sais, » dit-elle. « Pour Marc, pour Chloé, pour que tout cela se termine enfin. » Alors que Claire commençait à dévoiler les secrets qu'elle avait gardés pendant tant d'années, personne dans la pièce ne se doutait que leur vie allait bientôt basculer dans une course contre la montre. Car à l'extérieur de l'hôpital, dans l'ombre d'une voiture garée, un homme observait l'entrée, un téléphone à l'oreille. « Patron, » dit-il d'une voix grave, « elle est réveillée, et elle n'est pas seule. » De l'autre côté de la ligne, une voix froide répondit, « Parfait, le jeu peut commencer. » La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile d'obscurité parsemé de lumières scintillantes. À l'hôpital Saint-Antoine, l'agitation régnait dans la chambre 407. Le commissaire Girard coordonnait l'opération de protection avec une efficacité militaire, donnant des ordres à voix basse dans son téléphone. Claire, encore faible mais déterminée, avait fini de raconter tout ce dont elle se souvenait. Son récit avait duré des heures, révélant l'ampleur terrifiante de l'empire criminel de Delacroix. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » déclara Girard en raccrochant. « Mes hommes ont repéré des individus suspects autour de l'hôpital. Nous devons vous évacuer immédiatement. » François se leva, le visage grave. « Où allons-nous ?»« Dans un lieu sûr, » répondit Girard. « Moins vous en saurez, mieux ce sera pour l'instant. » Elisabeth serra la main de Chloé qui semblait perdue dans ce tourbillon de événements. « Tout ira bien, ma chérie, » murmura-t-elle, essayant de la rassurer autant qu'elle-même. Amélie, qui était restée silencieuse pendant un moment, prit soudain la parole. « J'ai une idée. J'ai une maison de campagne dans le Perche. C'est isolé, difficile d'accès, personne ne sait que je la possède. » Girard réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Ça pourrait fonctionner. Nous établirons un périmètre de sécurité autour de la propriété. » Les préparatifs se firent dans l'urgence. Une équipe médicale fut appelée pour s'assurer que Claire pouvait supporter le voyage. Chloé rassembla le peu d'affaires qu'elle avait, aidée par Elisabeth qui lui murmurait des paroles réconfortantes. François, quant à lui, contacta M. Lefebvre pour l'informer de la situation. Le trajet se fit dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Chloé, blottie contre sa mère, oscillait entre la joie de l'avoir retrouvée et la peur de ce qui les attendait. Après plusieurs heures de route, ponctuées de changements de direction pour semer d'éventuels poursuivants, ils arrivèrent enfin à destination. La maison d'Amélie était une vieille bâtisse en pierre, nichée au cœur d'une forêt dense. L'endroit semblait hors du temps, paisible et rassurant. À peine eurent-ils franchi le seuil que Girard commença à organiser la sécurité. Des agents prirent position autour de la propriété, d'autres installèrent des systèmes de surveillance sophistiqués. À l'intérieur, Amélie s'affairait pour rendre la maison confortable, aidée par Elisabeth. François et l'un des agents portèrent Claire jusqu'à une chambre au rez-de-chaussée, l'installant confortablement.
Chloé, quant à elle, explorait timidement sa nouvelle demeure temporaire. Elle s'arrêta devant une grande fenêtre donnant sur un jardin sauvage. « Monsieur Lefebvre aimerait ce jardin », murmura-t-elle pour elle-même. Le commissaire Girard s'approcha d'elle, son visage habituellement sévère s'adoucissant légèrement. « Ne t'inquiète pas, petite, nous veillerons sur ton ami jardinier aussi. » La journée passa dans un étrange mélange de tension et de calme. Les adultes discutaient à voix basse, élaborant des plans, tandis que Chloé tentait de se distraire en explorant la maison et le jardin, toujours sous l'œil vigilant d'un agent. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de rouge et d'or, Chloé rejoignit sa mère dans sa chambre. Claire l'accueillit avec un sourire fatigué mais aimant. « Maman, » commença Chloé, hésitante. « Est-ce que tout ça va bientôt finir? Est-ce qu'on pourra avoir une vie normale ?» Claire caressa doucement les cheveux de sa fille. « Je l'espère de tout mon cœur. Ma chérie, nous devons être fortes et patientes. » Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi de cris et de coups de feu. Chloé sursauta, terrorisée. Claire la serra contre elle, le cœur battant à tout rompre. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, laissant apparaître François, le visage tendu. « Ils nous ont trouvés, » dit-il d'une voix grave. « Nous devons partir. Maintenant. » Alors que le chaos semblait s'emparer de la maison, Chloé réalisa que leur cauchemar ne faisait que commencer. La sécurité qu'ils avaient cru trouver nain était qu'une illusion, et l'ombre menaçante de Delacroix planait toujours sur eux. Dans l'obscurité grandissante, une nouvelle fuite s'organisait, plus désespérée encore que la première. Mais cette fois, ils étaient ensemble, unis par les liens du sang et de l'amitié. Et était peut-être là que résidait leur plus grande force. Le chaos régnait dans la maison de campagne. Les coups de feu et les cris se rapprochaient, brisant la quiétude de la nuit. Le commissaire Girard coordonnait la défense, sa voix autoritaire résonnant par-dessus le tumulte. « Par ici !» cria François, guidant Claire, Chloé et Élisabeth vers une porte dérobée à l'arrière de la maison. Amélie les suivait, portant un sac contenant quelques provisions hâtivement rassemblées. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité de la forêt, le cœur battant, les branches basses fouettant leur visage. Claire, encore faible, s'appuyait lourdement sur François et Élisabeth. Chloé, terrorisée mais courageuse, serrait la main d'Amélie, ses yeux grands ouverts tentant de percer les ténèbres. Derrière eux, les bruits de la bataille s'estompaient progressivement, remplacés par le craquement des feuilles mortes sous leurs pieds et le ululement inquiétant d'un hibou. « Où allons-nous » chuchota Chloé, sa voix à peine audible. « Il y a une vieille cabane de chasseurs plus loin dans la forêt », répondit Amélie à voix basse. « Peu de gens connaissent en son existence. Nous y serons en sécurité, du moins pour un temps. » Ils avançaient lentement, trébuchant parfois sur les racines dissimulées par l'obscurité. L'air était froid et humide, chargé de l'odeur de la terre et des feuilles en décomposition. Chloé frissonna, autant de peur que de froid. Soudain, un craquement plus fort que les autres les fit tous s'immobiliser. François fit signe aux autres de se taire et de se baisser. Ils retinrent leur souffle, scrutant l'obscurité. Une silhouette émergea des buissons. Chloé étouffa un cri, mais la tension retomba aussitôt lorsqu'ils reconnurent le commissaire Girard, le visage couvert de sueur et de poussière. « Dieu merci, vous êtes tous là », murmura-t-il. « Nous avons réussi à repousser l'attaque, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne nous retrouvent. Nous devons continuer à avancer. » Ils reprirent leur progression, Girard en tête cette fois-ci. Le silence était pesant, uniquement rompu par leur respiration haletante et le bruissement des feuilles. Après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent enfin la cabane. Était une construction rudimentaire en rondins, à moitié cachée par la végétation. À l'intérieur, l'espace était exigu mais sec. Girard alluma une petite lampe à piles, révélant un intérieur spartiate. Quelques chaises, une table et des étagères poussiéreuses. « Reposez-vous », ordonna Girard. « Je vais monter la garde. » Claire s'effondra sur une chaise, épuisée. Chloé se blottit contre elle, cherchant du réconfort dans l'étreinte de sa mère. Les Dupont s'assirent auprès d'elle, formant un cercle protecteur.
Amélie commença à distribuer de l'eau et quelques barres énergétiques qu'elle avait emportées. Dans le silence tendu de la cabane, chacun tentait de comprendre ce qui venait de se passer et ce que l'avenir leur réservait. « Comment ont-ils pu nous trouver si vite ?» demanda François à voix basse. Girard secoua la tête, l'air sombre. « Je crains qu'il n'y ait une taupe dans nos rangs. C'est la seule explication. » Cette révélation jeta un froid dans la pièce. L'idée qu'il ne pouvait en faire confiance à personne était terrifiante. Chloé, qui avait été silencieuse jusque-là, prit soudain la parole. « J'ai une idée, » dit-elle timidement. Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris. « Le jardin de Monsieur Lefebvre, » continua-t-elle. « Il a un vieux bunker de la Seconde Guerre mondiale caché sous les rosiers. Personne ne le connaît à part lui et moi. On pourrait s'y cacher. » Un silence stupéfait suivit ces paroles. Puis, lentement, un sourire se dessina sur le visage de Girard. « C'est brillant, » dit-il. « Un endroit auquel personne ne penserait à chercher. Mais comment y arriver sans se faire repérer ?» C'est alors que Elisabeth eut une idée. « Le Festival des Fleurs », dit-elle. « Il a lieu ce week-end à Paris. Des milliers de personnes y participent. Nous pourrions nous fondre dans la foule. » François hocha la tête, l'excitation brillant dans ses yeux. « Et je connais quelqu'un qui possède un camion de livraison de fleurs. Il pourrait nous faire entrer dans la ville incognito. » Pour la première fois depuis des heures, un sentiment d'espoir envahit le groupe. Ils avaient un plan, aussi risqué soit-il. Girard se leva, déterminé. « Très bien. Reposez-vous quelques heures, nous partirons à l'aube. » Alors que chacun tentait de trouver une position confortable pour dormir, Chloé regarda par la fenêtre crasseuse de la cabane. La lune brillait faiblement à travers les arbres, projetant des ombres mouvantes sur le sol de la forêt. Elle pensa à Monsieur Lefebvre, à son jardin, à la vie qu'elle avait connue avant que tout ne bascule. Et pour la première fois depuis le début de cette folle aventure, elle sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Peut-être, juste peut-être, tout finirait par s'arranger. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que leur plan désespéré allait les mener droit dans un piège encore plus dangereux que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'à présent. L'aube se levait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée. Le camion de livraison de fleurs se frayait un chemin dans les rues animées, se dirigeant vers le cœur du Festival des Fleurs. À l'arrière, cachés parmi les caisses de roses et de lys, Claire, Chloé, les Dupont, Amélie et le commissaire Girard retenèrent leur souffle. Le plan avait fonctionné jusqu'à présent. Ils avaient réussi à quitter la forêt sans être repérés, à rejoindre la ville et à monter dans le camion. Mais le plus dur restait à faire. Le véhicule s'arrêta enfin. La porte arrière s'ouvrit, laissant entrer la lumière du jour. « C'est le moment », murmura Girard. « Restez groupés et fondez-vous dans la foule. » Ils descendirent un par un, se mêlant habilement aux fleuristes et aux visiteurs qui affluaient pour le festival. Chloé tenait fermement la main de sa mère d'un côté et celle d'Elisabeth de l'autre. Ses yeux écarquillèrent devant le spectacle des milliers de fleurs multicolores qui ornèrent les rues. Ils progressèrent lentement, le cœur battant, scrutant chaque visage à la recherche d'une menace potentielle. Girard ouvrait la marche, François fermait la marche, tous deux sur le qui-vive. Enfin, ils aperçurent la maison de Monsieur Lefebvre. Le vieil homme était dans son jardin, arrosant ses précieuses roses comme si de rien n'était. Quand il les vit approcher, un éclair de compréhension traversa son regard. Sans un mot, il les guida vers le fond du jardin. Là, caché sous un épais buisson de roses, se trouvait l'entrée du bunker. Ils s'y engouffrèrent rapidement, Monsieur Lefebvre refermant soigneusement l'entrée derrière eux. L'intérieur était sombre et humide, mais étonnamment spacieux. Des étagères couvertes de pots de fleurs et d'outils de jardinage tapissaient les murs. Monsieur Lefebvre alluma une vieille lampe à pétrole, projetant une lueur vacillante sur leurs visages tendus. « Vous êtes en sécurité ici », dit-il doucement. Personne ne connaît l'existence de cet endroit. Ils s'installèrent du mieux qu'ils purent, l'adrénaline retombant peu à peu. Claire serra Chloé contre elle, soulagée d'avoir un moment de répit. Soudain, un bruit sourd résonna au-dessus d'eux. Des pas. Quelqu'un marchait dans le jardin.
Girard fit signe à tout le monde de se taire. Ils retinrent leur souffle, écoutant attentivement. Les pas se rapprochèrent de l'entrée du bunker. Le cœur de Chloé battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Elle serra plus fort la main de sa mère. La trappe s'ouvrit lentement. Une silhouette se dessina dans l'ouverture. « Eh bien ?» dit une voix froide et moqueuse. « Quelle charmante petite réunion !» L'homme qui se tenait devant eux était autre que Victor Delacroix lui-même. Derrière lui se tenait Monsieur Lefebvre, le visage déformé par la culpabilité et la peur. « Je suis désolé, » murmura le vieil homme. « Il menaçait en ma famille. » Delacroix fit un geste dédaigneux de la main. « Assez de bavardage. Claire, ma chère, il est temps de finir ce que nous avons commencé il y a toutes ces années. » Mais alors que tout semblait perdu, Chloé fit un pas en avant. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Attendez, » dit-elle d'une voix claire qui surprit tout le monde. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle se dirigea vers une étagère et en tira un vieux carnet poussiéreux. « Monsieur Lefebvre m'a montré ça quand je l'aidais dans le jardin. Ce sont les journaux de son père, qui était jardinier ici pendant la guerre. » Elle ouvrit le carnet et en sortit une vieille photo jaunie. « Regardez, » dit-elle en la tendant à Delacroix. L'homme prit la photo, intrigué malgré lui. Ses yeux écarquillèrent de surprise. Sur l'image, on pouvait voir deux jeunes hommes en uniforme, souriant à l'appareil. L'un d'eux était clairement un jeune monsieur Lefebvre. L'autre, « C'est votre père, n'est-ce pas ?» demanda doucement Chloé. Monsieur Lefebvre m'a raconté que son père et le vôtre étaient les meilleurs amis du monde pendant la guerre, qu'ils se sont sauvés la vie mutuellement de nombreuses fois. Delacroix fixait la photo, comme hypnotisé. Pour la première fois, son masque de froideur se fissura, laissant entrevoir une profonde émotion. « Il ne parlait jamais de la guerre, » murmura-t-il. « Je ne savais pas. » Chloé continua, sa voix douce mais ferme. « Votre père et celui de Monsieur Lefebvre ont risqué leur vie pour sauver des gens pendant la guerre. Ils étaient des héros. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez honorer leur mémoire, en faisant du mal à d'autres personnes ?» Un silence pesant s'abattit sur le bunker. Delacroix semblait en proie à un violent conflit intérieur. Puis, lentement, il baissa son arme. « Peut-être, » dit-il d'une voix rauque, « peut-être est-il temps de mettre fin à tout ceci. » Dans les heures qui suivirent, tout se passa comme dans un rêve. Delacroix se rendit aux autorités, révélant tout sur son organisation. Claire fut officiellement déclarée vivante. Les Dupont entamèrent des démarches pour devenir les tuteurs légaux de Chloé aux côtés de sa mère. Et Monsieur Lefebvre fut pardonné pour son rôle involontaire dans cette affaire. Alors que le soleil se couchait sur cette journée extraordinaire, Chloé se tenait dans le jardin de Monsieur Lefebvre, entourée de sa famille élargie. Sa mère, les Dupont, Amélie, et même le vieux jardinier, tous unis par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Elle regarda les roses, dont les pétales semblaient briller dans la lumière du crépuscule. Ces fleurs qui avaient été au cœur de tant d'événements, symboles de beauté et de résilience. Chloé comprit alors que, comme ces roses qui fleurissaient malgré les épines et les intempéries, sa famille avait survécu aux épreuves les plus difficiles. Et ensemble, ils allèrent construire un avenir aussi beau et prometteur que ce jardin en fleurs.